Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre émission de Laval et compagnie. Comme à chaque semaine, on vous présente l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, communautaires, sociales, culturelles, politiques et également le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et bien plus encore. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, et c'est tant mieux quand on est journaliste. Et lui, il est à l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour. Bonjour, Éric. Premier sujet, on parle de la nomination d'un directeur général de la Ville de Laval, mais on ne veut pas l'avoir tout de suite. C'est ça? Effectivement, le conseil municipal, par la voix de son conseiller de Saint-François, lors de la dernière séance du conseil, a en fait proposé une motion de demander à l'équipe de tutelle, qui est toujours en poste à Laval, de surseoir à sa décision de nommer un directeur général. Certaines informations laissent croire que l'équipe de tutelle va procéder à cette nomination avant la fin de la période électorale. On préférait du côté des élus que ce soit à la mi-novembre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change au juste? En fait, le conseiller qui a proposé la motion dit que c'est une question de respect des élus qui seront choisis le 3 novembre. Respect également au niveau des Lavallois qui détermineront leur prochain conseil municipal. Donc, si ce n'est que de consulter les nouveaux élus qui seront en poste le 4 novembre, on demande à l'équipe de tutelle de surseoir à cette décision. La maladie de Lyme a touché le Québec, mais pas Laval. C'est étonnant, ça. Étrangement, je vous dirais, la maladie de Lyme, d'abord, c'est une infection qui est transmise par les tiques. Comme une petite puce, en fait. Oui, exactement. Une petite puce. Vous avez une éruption cutanée qui peut s'étendre progressivement. Ça peut devenir très grave, en plus. Là. Très grave, effectivement, si on ne la traite pas, mais à court terme, ça demeure tout de même assez bénin comme maladie. Au Québec, entre janvier et juillet dernier, 57 cas, alors qu'en 2012, on en avait répertorié une douzaine, mais aucun du côté de Laval, ce qui est tout de même... il n'y a pas de facteurs qui peuvent expliquer, du moins du côté des autorités de la santé, pourquoi aucun Lavallois n'a été déclaré avec cette maladie de Lyme. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles à Laval. Oui, ça fait changement. Oui, le festival Diapason. Effectivement, c'est commencé depuis le 17 octobre, ça se poursuit jusqu'au 26. C'est la 6e édition du festival de musique. Oui, qui célèbre les artistes indépendants et ceux de la relève. Ce qu'il y a de particulier avec Diapason, c'est qu'on choisit souvent des sites qui ne sont pas à proprement parler des lieux de diffusion pour présenter des spectacles. Par exemple, cette année, le restaurant Bagels Sainte-Rose va servir de lieu de diffusion, la bibliothèque Sylvain Garneau également, et cette année, quelques grands noms qui y seront, quelques grands noms de la scène indépendante, les Grimmskunk, Lisa Leblanc, vous avez mon oncle Serge et Alex Nevsky également. Donc, un festival qui est de plus en plus remarqué, de plus en plus populaire et qui en est à sa 6e édition jusqu'au 26 octobre. Ça avec, c'est une bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, Ghislain. On y sera. C'était Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Avez-vous déjà entendu parler du nouveau sport, le DBL Ball? Eh bien, c'est un sport qui a été inventé par un Québécois vers 2003 et popularisé vers 2008-2009. Et Sarah Bibou est avec nous pour nous en parler plus en détail. Alors, le DBL, je pense que je t'ai pris un petit peu au dépourvu quand je t'ai dit que j'allais parler de ça. Hein? En fait, je suis allée voir sur Internet, sur YouTube, une vidéo de DBL Ball et j'ai absolument rien compris au règlement. C'était vraiment mystérieux pour moi. Donc, j'avais hâte que tu m'en parles. Oui, moi aussi, j'avais hâte d'en parler parce que j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai vu sur le site Internet de Sport Laval. Donc, c'est un nouveau sport qu'ils offrent à Laval. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, le DBL Sport? J'ai essayé de voir, c'était peut-être une abréviation pour dire quelque chose. Eh bien, effectivement, c'est une abréviation. Donc, le DBL Ball, comme tu as dit tout à l'heure, créé au Québec par un Québécois. C'est James Lévesque qui a créé ça. Et le DBL, c'est pour donc dribbler, botter et lancer. Il s'agit donc des 3 façons de se déplacer sur le terrain. Alors, les joueurs, pendant la partie, peuvent utiliser leurs mains, leurs pieds, peuvent utiliser, dans le fond, peuvent plonger au sol et tout ça dans le but de marquer un but.
Alors, ça, c'est la base. J'allais dire qu'il faut être habile, mais je crois que c'est un peu le contraire de ce que tu me disais tout à l'heure. C'est vrai, oui, il faut être habile, mais en même temps, l'idée de créer ce sport-là, c'était au début de permettre à tout le monde de pouvoir participer. Parce que c'est un sport qui mélange beaucoup de sports. Donc, on pourrait dire le handball, le soccer, le rugby, le basketball, le hockey aussi. Ils voulaient que le sport ressemble beaucoup au hockey. Alors, ce qui se passe avec ces sports-là, c'est que les gens doivent avoir des habiletés. Quand on joue au hockey, on doit être bon pour manier la rondelle. Quand on joue au soccer, on doit être bon avec nos pieds. Mais qu'est-ce qui est particulier avec le DBL Ball, c'est que ça mélange tout ça. Donc, les gens n'ont pas besoin d'avoir nécessairement des bonnes habiletés de dribbleur, de kicker ou peu importe. Il faut être un joueur qui n'abandonne pas. Donc ça, c'est une des bonnes qualités pour être un bon joueur de DBL Ball, c'est de ne pas abandonner parce que le jeu n'arrête jamais. Donc c'est une partie de 45 minutes qui continue. Et puis, dans le fond, les joueurs peuvent faire le nombre d'attaques qu'ils veulent. Il peut y avoir 4 attaques, mais 4 attaques qui manquent. Donc on ne réussit pas à marquer un point, mais il ne faut pas se décourager. Il faut faire une autre attaque. Et c'est ça le but. Il faut avoir un bon cardio. Oui, ça, c'est très important. Mais si le jeu arrête jamais, il n'y a pas de pénalité ou... c'est-à-dire, en tant que tel, le jeu arrête presque pas. Donc, on essaie de faire un 45 minutes sans arrêt. Oui, il peut y avoir des pénalités. Okay. Il y a des cartons jaunes, des cartons bleus. Mais en majorité, le jeu n'arrête pas. C'est-à-dire, il n'arrête pas pour faire des changements de joueurs. Donc, les joueurs qui débutent la partie, ce sont ceux qui terminent. OK. Alors, historique, hein? DBL Ball. Quand on le prononce vite, on dirait que ça fait débile. Hein? Débile Ball. Débile Ball. Puis on trouvait ça drôle tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à l'origine, c'était appelé le Crazy Ball, justement parce que ça mélangeait plein de sports ensemble. Puis les gens, ils se lançaient au sol, ils se projetaient au sol, puis ils se frappaient, ils se poussaient, mais c'était vraiment plein d'actions. C'était crazy. Hein? Crazy aussi, débile en anglais, si on veut. Et ensuite, c'est devenu Débile Ball pour finalement être appelé DBL Ball. Alors, le DBL Ball serait, selon James, aurait été inventé, suite à une chicane entre ses amis. Parce que lui, il jouait au handball beaucoup avec sa gang d'amis lorsqu'il était au secondaire. Et puis, il réussissait jamais à s'entendre sur quelles règles on allait utiliser. Ça, c'est permis, ça, c'est pas permis. Alors, ils se sont dit, bon, on va créer notre jeu, là, on va créer notre propre jeu avec nos règlements. Et c'est de là que serait venu le DBL Ball. Ils ont débuté à jouer vers 2003. Donc, tout à l'heure, tu l'as dit, inventé en 2003, mais officiellement, ils ont écrit les vrais règlements. Je pense que c'est en 2007 que les vrais règlements ont été écrits. Donc, de 2003 à 2007, il y a eu beaucoup... le jeu a évolué. Oui, le jeu a évolué beaucoup, puis les règlements, c'est devenu un petit peu plus sérieux avec le temps. Alors, donc, ils voulaient que le sport soit porté, que les joueurs soient constamment en mouvement. Ensuite, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de gardien de but dans la partie. Alors, c'est ça qui rend la tâche un petit peu plus difficile pour les joueurs parce que les joueurs, ils sont... Donc, ça se joue en gymnase ou à l'extérieur. Quand on est en gymnase, c'est 5 contre 5. À l'extérieur, c'est 6 contre 6. Mais puisqu'il n'y a pas de gardien de but, eh bien, les joueurs sont ceux qui sont portés à retourner en défensive lorsque l'équipe adverse attaque. Et il y a quelqu'un qui doit se mettre en avant des buts puis qui doit essayer de bloquer le ballon. Alors ça aussi, c'est une autre particularité de ce jeu-là. Un simili gardien de but qui n'en est pas vraiment un. Donc n'importe quel joueur pourrait devenir gardien de but lorsque la situation se présente. Alors, un petit peu plus de détails techniques concernant le DBL Ball. Donc, on l'a dit tout à l'heure, dribbler, botter, lancer, les 3 façons pour se déplacer. C'est un terrain d'environ 90 mètres de long. La durée d'une partie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est environ 45 minutes, où les points... Je ne m'embarquerai pas profondément là-dedans parce que c'était encore un petit peu ambigu. Ça a l'air compliqué. Mais les points, c'est ça, c'est qu'on dirait que plus la partie est importante au niveau des tournois, au niveau de la compétition, plus le nombre de points augmente. Donc, je pense les parties, peut-être en quart de finale, c'est une partie de 2 ou 3 points. Mais on dirait que plus qu'on avance, il faut faire 3 points, il faut faire 4 points, il faut faire 5 points, jusqu'à un maximum, je pense que c'est 8 points. Ensuite, donc j'ai dit tout à l'heure, en gymnase, ce sont 5 contre 5, donc 5 joueurs contre 5 qui s'affrontent. À l'extérieur, 6 contre 6. Ensuite, il faut, pour marquer un but, oui, arrivons au but. Les buts sont vraiment spéciaux. Je ne sais pas si tu as vu... Je me demandais ça servait à quoi cette affaire-là, qui n'avait pas vraiment l'air d'un but. Mais... C'est ça, c'est qu'à l'origine, James et ses amis, donc ils voulaient jouer à ce sport. Et puis, tout ce qu'il y avait comme matériel, c'était un ballon. Puis, il y avait des buts de hockey, mais leurs buts de hockey étaient troués. Donc, ça a juste à donner que finalement, les buts du DBL Ball, ce sont des buts troués. Donc, c'est la structure d'un but avec aucun filet des deux côtés. Et les joueurs, pour marquer un but, doivent contourner le filet et faire un but du côté inverse. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Par exemple, un but de hockey,
il faut que les gens aient derrière, là, puisqu'il n'y a pas de filet, il envoie. Et pour avoir un point, il faut que le ballon passe directement à travers. Alors, c'est toutes des petites particularités comme ça qui fait que c'est un jeu quand même assez intéressant, quand même drôle. Est-ce que c'est connu seulement au Canada ou ça commence à avoir une reconnaissance internationale? Bien, c'est ça, c'est qu'au début, ça a commencé au Québec. Donc, James est originaire de Québec, la ville de Québec. Alors, c'est très populaire. Là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes universitaires, il y a des équipes primaires ou secondaires, il y a beaucoup de niveaux qui en pratiquent. Ça s'en vient tranquillement à Laval, ça s'en vient en grandeur dans notre province de Québec. Je ne sais pas encore si ça a traversé aux États-Unis, mais tranquillement, ça prend de l'ampleur. D'ailleurs, un des rêves de James Lévesque, c'est de créer une ligue de DBL Ball et que la ligue devienne presque aussi importante que la Ligue nationale de hockey. Donc, avec le repêchage puis tout ça. Bon, mais alors, si on veut s'inscrire, je présume qu'on peut le faire sur le site Internet? Oui, pour les inscriptions, écoutez, il y a plus de détails sur le www.sportlaval.qc.ca. Donc, il y a des détails sur le DBL Ball pour ce qui concerne les inscriptions, où est-ce qu'on peut jouer. Sinon, concernant le sport en tant que tel, James Lévesque a créé lui-même son site Internet. Donc, c'est le www.dblball.com. Donc, ça, il y a l'historique. Mais si on a quelques minutes, je pourrais parler un petit peu très rapidement. Oui, alors rapidement, le premier match a eu lieu, la première partie en gymnase, le 1er mars 2008. Le 5 avril 2008, c'était le premier tournoi en gymnase. C'était 37 joueurs et ça a duré 3 heures. En février 2010, la Ligue de DBL Ball a déménagé dans ses premiers locaux. Et puis, c'est en avril 2010 que la Ligue DBL Ball a remporté le 2e prix au niveau local du concours québécois en entrepreneuriat. Donc, le dblball.com, oui. C'est bien ça pour avoir plus d'informations? dblball.com, oui. dblball.com. Bien, merci beaucoup, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Nous sommes honorés de recevoir en studio la députée de Sainte-Rose et adjointe parlementaire à la ministre responsable de la condition féminine, Madame Suzanne Proulx. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour, Madame Paul. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Alors, vous avez annoncé il y a quelques jours que vous avez entamé une tournée de votre circonscription pour aller parler directement avec vos concitoyens. Comment ça se passe, la tournée, jusqu'à maintenant? Écoutez, ça se passe très bien. En fait, vous savez, depuis mon élection l'an passé, ça fait maintenant 1 an que je suis élue. Pendant cette première année, je suis allée beaucoup à la rencontre d'organisations, d'organismes, de groupes communautaires, d'entreprises, de commerçants. Et j'ai participé beaucoup à différentes activités sur le terrain, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a des personnes avec qui je ne pouvais pas entrer en contact parce que pour toutes sortes de raisons, elles ne participent pas nécessairement à ce type d'activité. J'ai donc décidé d'aller vraiment cogner aux portes pour aller à la rencontre des gens et pouvoir échanger avec eux. Vous savez aussi, pendant la campagne l'an passé, les gens me disaient « On vous voit là, mais on ne vous reverra pas avant la prochaine élection. On ne vous reverra pas avant 4 ans. » Et moi, pour moi, c'est important d'avoir le pouls des gens de mon comté, de pouvoir être bien au fait de leurs préoccupations, parce qu'en fait, c'est ce qui me permet de faire le lien avec mon travail parlementaire à Québec. Je dois absolument être alimentée des besoins des gens, de leurs préoccupations, pour pouvoir mieux les représenter et pour pouvoir devenir en quelque sorte leur porte-parole aussi auprès du gouvernement que je représente. Et ça fait pas longtemps que c'est commencé, mais jusqu'à maintenant, c'est quoi les préoccupations des gens en général? C'est tout nouveau. Ça fait 2 fins de semaine que j'ai commencé. Okay. Donc, j'ai annoncé la fin de semaine dernière là, que je démarrais cette tournée citoyenne. Je cible certains quartiers. Chaque fin de semaine, un nouveau quadrilatère, un nouveau quartier. Et je cogne aux portes et les gens me parlent de tout. Vraiment, dépendant de leur situation, je cogne à une porte. Il peut y avoir un jeune couple avec des enfants qui ont des préoccupations bien particulières de jeunes parents. Je peux cogner à une autre porte où il va y avoir un travailleur inquiet de l'économie et on va discuter ensemble des mesures que le gouvernement entend prendre pour susciter, favoriser la création d'emplois. Des personnes âgées qui sont préoccupées par d'autres sujets. Donc, c'est assez diversifié. Et justement, je suis arrivée chez quelqu'un en fin de semaine qui me parlait du fameux programme musical parce que j'ai été quand même assez préoccupée par ce programme-là. Et j'ai travaillé fort avec des parents bénévoles dans le courant de la dernière année pour tenter de sauver le programme musical, qui est un programme quand même de très haut niveau, ici à Laval, à l'école publique, offert par la Commission scolaire de Laval.
Laval. Et ce programme-là a été mis en péril. Et vraiment, moi, j'en ai fait une bataille personnelle pour réussir à sauver ce programme-là. Le programme est mis en péril à cause qu'ils veulent mettre l'accent sur d'autres... En fait, vous savez, ce sont des décisions administratives. Quand on est, comme là, la commission scolaire, un gouvernement régional et qu'on a, c'est un peu comme chaque gouvernement, hein, on a à prendre des décisions budgétaires d'affectation de ressources. Et en fait, malheureusement, le programme musical a été touché. C'est souvent les arts qui payent pour... Oui, et voilà, la culture n'est pas toujours prioritaire ou priorisée, mais moi, j'ai la conviction profonde que la culture, c'est important et qu'un programme comme le programme musical à Laval, c'est extrêmement important quand on parle de persévérance scolaire aussi, parce que j'ai fait le tour beaucoup. Vous savez que c'est 800 élèves par année qui sont inscrits dans ce programme-là à Laval, et là où il y a des élèves inscrits, il y a 100 de taux de réussite chez les enfants du secondaire. C'est donc un moyen d'ancrer leurs jeunes à l'école, les jeunes à l'école. Et pour les écoles, c'est extrêmement pertinent et intéressant, eux aussi, là, de pouvoir compter sur un programme à vocation particulière comme celui-là. Tout à fait. Et je crois que vous avez fait un brunch récemment avec les femmes députées de la campagne électorale. Alors, un autre champ d'intérêt que j'ai, c'est effectivement les femmes en politique. Et vous savez qu'on est en pleine campagne électorale municipale. Oui. Donc, je ne vous cacherai pas, la plupart des partis sont venus me voir pour obtenir mon appui et tout ça. Et moi, j'ai décidé que j'allais appuyer toutes les femmes qui ont le courage de se lancer en politique municipale. Et j'ai décidé, le 8 septembre dernier, je les ai invitées à une rencontre et elles sont venues, une quinzaine d'entre elles, soit des candidates indépendantes, des candidates, en fait, tous les partis étaient représentés. Et on a échangé, est-ce que c'est possible de faire de la politique autrement, comme femme? Est-ce que c'est possible de transcender, si on veut, la partisanerie et de travailler ensemble, donc d'être adversaires politiques, mais solidaires comme femmes en politique? Et la réponse a été très positive. Je pense que ça a été une belle rencontre et je pense qu'on a réellement jeté les bases d'un réseau qui pourrait, en commun, travailler à faire avancer les femmes en politique. Je crois qu'on a intérêt à avoir plus de femmes au pouvoir, là, comme on discutait tout à l'heure, pas juste pour le Québec, mais pour le monde entier. Moi, je pense que tant que la composition des élus ne sera pas représentative de la société, on manque quelque chose. Vous savez, quand on regarde... C'est un équilibre qui n'est pas atteint. Tout à fait. Il y a un équilibre à faire et, en fait, on a tous à apprendre les uns des autres. Les hommes ont à apprendre des femmes, beaucoup, parce qu'on est différents, mais complémentaires. Et les femmes ont à apprendre des hommes aussi en politique, mais donc ça devrait être réciproquement avantageux d'avoir plus de femmes en politique. Et notamment au niveau municipal, vous savez qu'à travers, au-delà de 1000 municipalités au Québec, il y a à peine 16 de postes de maire occupés par des femmes. Donc, il y a lieu et il y a matière à susciter, à favoriser la venue d'un plus grand nombre de femmes en politique. Et pourquoi vous pensez que les femmes sont si réticentes à s'en aller en politique? Parce que moi, je crois que, vous savez, la vie politique et le système politique a été bâti, conçu et fait sur mesure pour des hommes, par des hommes, parce que c'est encore un milieu non traditionnel pour les femmes, la politique. Et tant qu'on ne sera pas en nombre suffisamment grand, ça va être difficile de faire la différence. Le jour où les femmes seront assez nombreuses en politique, je pense qu'on va pouvoir constater un impact et peut-être qu'elles auront à apporter une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire qui pourra faire en sorte que ça sera plus attirant ultérieurement pour des femmes de se lancer en politique. Et à l'heure actuelle, c'est un grand défi. Et peut-être y aurait-il un peu moins de corruption, qui sait, avec plus de femmes en politique, mais bon, on ne veut pas faire du sexisme aujourd'hui. Mais il doit y avoir des avantages aussi à être une femme en politique. Peut-être que justement les femmes nous écoutent plus. Est-ce qu'il y en a, vous croyez? Je pense que oui. Je pense qu'on peut représenter un modèle. C'est quand même intéressant de voir que les femmes qui se lancent en politique, ce sont des femmes engagées, ce sont des femmes qui veulent faire avancer leur vision des choses, qui veulent travailler pour la collectivité. Et plus il y en aura, plus ça représentera des modèles
modèle pour lancer le message aux femmes que oui, c'est possible. C'est possible d'être une femme et c'est possible de le faire et ce n'est pas si difficile. Il y a des défis, oui, parce que encore de nos jours, les femmes sont bien souvent encore mobilisées, même si on voit de plus en plus avec les générations montantes, les papas beaucoup plus impliqués à part égale avec les mères dans les familles. Mais il reste qu'il y a encore une partie du travail, ne serait-ce qu'au niveau de la charge mentale que ça représente, les enfants, la maisonnée. Bien souvent, c'est encore les femmes qui ont une plus grande portion de cette charge mentale, de penser à tout, de prévoir tout, d'anticiper les choses en ce qui a trait aux enfants. Et donc, c'est sûr que c'est un bien grand défi pour les femmes, mais je pense qu'il y a moyen de le faire, c'est faisable. Et celles qui sont là et qui ont foncé et qui n'ont pas eu peur d'aller de l'avant peuvent certainement le démontrer. Madame Proulx, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on aurait pu en discuter encore plus longtemps. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, à ce que j'ai vu. On peut vous suivre sur Twitter, YouTube, tout à fait. Facebook et votre site Internet suzanneproulx.org. Merci, Madame Proulx. Merci bien. À la boîte à fleurs de Laval, c'est un fleuriste vraiment pas comme les autres. Non seulement vous pouvez y répondre à tous vos besoins floraux, mais en plus, vous y trouverez un espace gourmet pour prendre une pause café et manger des produits fins. J'ai avec moi en studio la mère et la fille, Francine Loca-Joly et Stéphanie Joly, qui viennent nous parler de leur entreprise. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Vous avez l'air resplendissante. Ça doit être ça que ça fait, les fleurs. Oui. Ça vous vient d'où, ça, cette passion des fleurs? Bien, en fait, ça vient de ma mère. Parce que ma mère a ouvert la boutique en 66. En fait, à cette époque-là, nous, on est situé sur le boulevard Sainte-Rose. Alors, c'était vraiment en 66 la campagne, on s'entend. Mon père faisait de la culture maraîchère et faisait aussi de la culture de caissettes au printemps, là, des pensées, des marigolds, des choses comme ça. Et les gens venaient et disaient « Ah, pour Pâques, est-ce que vous avez des plantes? On pourrait avoir une petite plante pour Pâques, pour la fête des mères. » Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont fait comme « Ah, mais peut-être qu'il y aura un besoin. » Alors, ma mère, en 66, c'était quand même assez avant-gardiste. Alors, elle a décidé d'aller étudier en floristerie. Alors, il y avait un cours qui se donnait à ce moment-là par le gouvernement. Elle a étudié et ensuite, elle a fait un stage non rémunéré de 6 mois dans une boutique à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Il fallait être déterminé. Il fallait être très déterminé. Et Ville-Saint-Laurent, c'était loin dans ce temps. C'est vrai, wow. Puis moi, je me rappelle que j'allais avec mon père chercher ma mère. Puis là, je disais, ah non, moi, c'est ça que je vais faire. Ah oui, et OK. Effectivement, c'est ce que j'ai décidé de faire. Bon, mais la boutique était à côté de la maison. Alors, bien, quand je revenais d'école, bien, j'allais l'aider. Puis, j'ai décidé que c'était d'en faire mon métier. Elle vous a transmis les rênes en 1995. Oui, exact. Et Stéphanie, je crois aussi que c'est vers là que tu t'enlignes. Tu as été étudiée à McGill, je crois. Exactement. Quand j'ai terminé le secondaire, je savais déjà que je voulais prendre la relève de l'entreprise, que je voulais travailler avec ma mère. Et pour moi, je ne pouvais pas simplement aller à la boutique, là, commencer à travailler. Il fallait que j'aille à l'école, que je continue. J'ai trouvé un DEC en design de présentation. Donc, j'ai suivi un cours en design. Je suis designer, mais quand j'ai terminé mon DEC, c'était pas suffisant encore. Là. Je me disais que pour prendre la relève d'une entreprise, il fallait pas juste être bonne pour créer, mais aussi pour compter. Ouais. Donc, je voulais aller me chercher des outils, en mathématiques, en administration plutôt. Donc là, je me suis inscrite à un bac à McGill en gestion, puis je l'ai personnalisé en entrepreneurship puis marketing. Donc, j'ai fait mon bac en 5 ans au lieu de 3 pour pouvoir travailler à temps plein dans l'entreprise et aller à l'école à temps partiel. De toute façon, le DEP en floristerie, c'est ça? Oui. J'imagine que tu n'avais plus rien à apprendre là. C'est exactement. C'était quasiment moi qui accueillais les stagiaires, les élèves en stage. Donc, le DEP en floristerie, en fait, je
je l'ai passé, mais je vais peut-être même le suivre sous peu, là, juste pour avoir l'accréditation. Là. Et votre autre fille, Marie-Ève, elle s'occupe de l'espace gourmet, c'est ça? Exactement. Comme vous m'aviez dit plus tôt, il y avait un espace à combler, puis à un moment donné, vous avez décidé, bon, on va joindre toute la famille ensemble. Oui, exactement. On avait un espace, parce qu'on avait une très grande serre de plantes tropicales qui était désuète, il fallait la démolir. Puis aussi, il faut toujours, tu sais, notre but, nous, c'est toujours d'aller plus loin, de trouver des nouvelles idées, des choses, offrir quelque chose de différent aux clients. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui serait complémentaire, puis que les clients diraient, ah, ça, c'est une bonne idée, tu sais, ah, ça, c'est le fun maintenant. Je suis sûre que quand je vais à la boîte à fleurs, peu importe, je vais trouver ce qu'il me faut. Alors, c'était un petit peu ça notre but. Et puis, en même temps, Marie-Ève, après avoir eu son bébé, travaillait en restauration, était directrice de la salle à manger au Menu Plaisir. Alors, elle peut plus travailler le soir, les fins de semaine avec un enfant. On le sait, c'est pas facile. Fait que là, on a dit, oh, Marie, pourquoi tu t'en viens pas avec nous? Alors, on s'est assis toutes les trois, puis on a développé ensemble le projet. Puis ça va faire 3 ans cette année que cette nouvelle section-là est ouverte. Oh, c'est le fun. Je vous envie de travailler comme ça, toute la famille ensemble. Moi, pour être honnête avec vous, je connais pas grand-chose aux fleurs. Mis à part, évidemment, les périodes de l'année comme l'Halloween, Noël et tout ça, mais est-ce qu'il y a des modes dans les fleurs? Est-ce qu'il y a des tendances à respecter, des choses qui sont passées date? Ou... C'est sûr qu'il y a le choix de la fleur, puis comment elle est travaillée. À la boutique, à la boîte à fleurs, maintenant, chacun de nos bouquets sont attachés ensemble. On appelle ça un bouquet lié. Donc, c'est pas simplement des fleurs que vous allez recevoir dans un cello qui sont pêle-mêle avec quelques branches de feuillage. À la boutique, on prend le temps de monter le bouquet dans nos mains avec une façon bien précise qu'on appelle le bouquet lié. Avec ça, on met beaucoup de feuillage. Donc, quand les gens arrivent à la maison, mettent ça dans leur vase, déjà, les fleurs sont toutes bien disposées, toutes à la bonne hauteur. Donc, nous, c'est déjà attaché. Donc, on laisse le lien attaché. On a simplement à recouper les fleurs en biseau à tous les 2 jours, changer l'eau pour que les fleurs restent belles le plus longtemps possible. Puis, la tendance cette année, je vous dirais que c'est les bouquets européens qu'on appelle. Un bouquet qui est rond, travaillé relativement serré, qui est travaillé aussi bas. Donc, ça peut être autant un centre de table ou un arrangement pour une table basse, mais travaillé un petit peu plus égal, là. C'est vraiment... ce qu'on voit beaucoup, là, avec des grosses feuilles repliées à la base pour faire une collerette. Là. Et en ce moment, j'imagine que là, c'est les arrangements de fleurs avec les citrouilles et tout Exactement. Donc, on va avec des couleurs qui sont plus automnales, des couleurs chaudes. On peut même faire des arrangements directement dans une citrouille naturelle. Donc, les fleurs sont piquées dans la mousse florale, facile d'entretien. Simplement ajouter un petit peu d'eau dans la mousse florale. Et je ne veux pas déprimer personne, mais avec Noël qui s'en vient, oui, ça doit être une période assez intense pour vous. Là. Oui, mais aussi, tu sais, c'est intense, effectivement. Il faut déjà penser, il faut penser aux nouveautés, à ce qu'on va développer. Mais vous parliez de tendance, mais on a aussi une tendance... en fait, les fleurs, c'est toujours beau. Hein? Fait que les gens sont toujours contents, puis l'important, c'est qu'elles soient fraîches et puis qu'on puisse les garder longtemps. Mais il y a beaucoup une tendance à travailler avec les végétaux comme les branches, les écorces, toutes les matières qui font un petit peu plus nature. Alors, ça se mélange bien avec tous les décors. Fait que souvent, on va faire des arrangements avec des troncs de bouleau, des écorces de bouleau, des branches qui ont été comme juste sablées. Fait qu'il y a une grosse tendance à ça. Puis, on va la sentir aussi à Noël, cette tendance-là. Alors, on va ajouter un peu de sapinage naturel ou synthétique avec des boules de Noël, puis on va pouvoir faire des décors qui sont un petit peu plus minimalistes. Avant, on avait des gros bouquets victoriens, puis il fallait beaucoup de fleurs, beaucoup d'éléments. Mais là, on s'en vient avec des choses qui vont avoir de volume, mais plus épurées. Et est-ce que vous donnez des cours, des ateliers là-dessus? Non, pas... non, mais pas ça. Ça peut être le fun d'apprendre nous-mêmes, mais... Les gens nous le demandent beaucoup, mais quand les gens viennent nous voir, bien, on est là pour les conseiller, pour les guider, puis même les gens qui veulent le faire, des fois, eux autres mêmes vont venir nous voir, puis là, on va dire, bien là, regardez, on n'est vraiment pas avare de nos secrets ou de nos techniques. Et puis, vous faites toutes sortes d'événements. J'ai lu sur votre site Internet que souvent, vous avez des événements pour des célébrités. Oui. Avez-vous des petits potins? Des potins de vedettes? Moi, j'aime ça, des potins de vedettes. En fait, bon, oui, on a une très belle clientèle, puis en fait, on a livré des fleurs à plein de monde du milieu artistique, mais pour nous autres, ce qui est le plus important, c'est en fait de garder, justement, s'ils sont nos clients, bien, c'est parce qu'on garde, on respecte leur vie privée.
Alors, parce que, bon, c'est sûr que, bon, je pourrais sortir, j'ai un carnet que je pourrais avoir plein de... Mais on a une belle clientèle, ils nous font confiance, puis je pense que... Mais tous les clients, tu sais, des fois, les gens disent « Ah oui, on sait... » Mais vous savez que tout le monde, pour nous autres, là, vous rentrez chez nous, vous voulez avoir une fleur pour offrir à votre chum, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui donnent des fleurs à leur mari et à leur chum. Mais on n'est pas besoin jamais de faire un gros bouquet. C'est pour tous les portefeuilles. C'est pour tous les portefeuilles. Il y a plein de gens qui rentrent, qui veulent acheter une fleur. Mais elle va être bien présentée, votre fleur, elle va être une belle feuille, un beau papier d'emballage, une belle petite carte. C'est des fleurs, là, il faut penser que ça fait toujours plaisir. Puis on n'est pas obligé d'acheter un bouquet à 100 là. Vous payez 6-7 vous avez une belle fleur, puis la personne va être bien contente. Puis je pense que c'est une habitude que les hommes viennent nous voir de plus en plus souvent. On voit que les habitudes de consommation, d'achat de fleurs ont changé beaucoup, beaucoup. Mais pour avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le site internet alaboîteafleurs.com, en fait www.alaboîteafleurs.com. J'ai lu que vous faites la livraison 7 jours sur 7 sur la Rive-Nord, Montréal, la Rive-Sud. Donc, pour le cadeau parfait, vous pouvez appeler au 450-622-0341. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne période de l'Halloween. Merci beaucoup. Cette semaine, aux arts et spectacles, Anne-Marie Kirouac nous parle de la pièce « Moi dans les ruines rouges du siècle » présentée à la Maison des arts de Laval le 23 octobre prochain. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Amélie. Tu as vu la pièce tout récemment? Oui, j'ai profité de leur tournée parce que c'est une pièce qui n'est pas récente, qui a été créée en 2012, donc ça fait déjà plus d'1 an et demi au Théâtre d'aujourd'hui. Et là, ça a été tellement un grand succès. Ça a gagné d'ailleurs le prix de la critique de l'Association des critiques de théâtre du Québec pour 2012 comme meilleure pièce. Et donc, là, ça a été repris tout récemment au mois de septembre au Théâtre d'aujourd'hui de Montréal. Et là, c'est parti pour une tournée à travers le Québec et même plus loin. Et j'en ai profité pour aller la voir avant d'en parler. Et wow! Wow, OK. Retenez ça, là. Moi, dans les ruines rouges du siècle, 23 octobre, courez tout de suite, allez acheter vos billets. Vraiment une pièce qui... Ça me surprend pas qu'elle ait gagné le prix de la meilleure pièce. Une pièce vraiment fabuleuse. Et surtout, ce qui fait que c'est si intéressant, c'est que c'est une histoire vraie. Et c'est Sacha Samar qui joue en quelque sorte son propre rôle. Oui, c'est sa vie. C'est sa vie. Okay. Et ça commence comme ça sur la scène. C'est lui qui rentre. Il y a les autres acteurs derrière, mais lui rentre et dit « Bonjour, ceci est mon histoire. Je ne sais pas trop pourquoi je vous la raconte. Je pense que mon histoire se raconte d'elle-même, mais voici ma vie. » Et c'est vraiment, le personnage s'appelle Sacha Samar, c'est son vrai nom. Lui, c'est un Ukrainien qui est né, il le dit, je suis né en 1969 en Ukraine. Et on suit sa vie qui est... Quand on dit que la réalité dépasse la fiction, là, c'est ça. Parce que lui a vécu en Ukraine et a vécu dans tout ce bouleversement des changements dans le bloc soviétique, en URSS. Hein. Donc, on est dans les années 70, 80. Et surtout, ce qui frappe, c'est son histoire. Oui, l'histoire de son pays politique, bon, l'Ukraine dans l'Union soviétique, la Russie et tout ça, mais c'est surtout son histoire personnelle que lui, sa mère, il l'a très peu connue dans les premières années de sa vie, mais à 3 ans, sa mère voulait partir avec lui en Sibérie, mais son père ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas être séparé de son fils et est parti, en quelque sorte, kidnapper son fils, on peut dire. Okay. Donc, lui a vécu avec son père tout au long de sa vie et est parti à la recherche de sa mère. Et c'est ça qu'on suit pendant la pièce. On suit sa recherche, cette espèce de recherche de ses racines et il part à la recherche de sa mère. Mais en même temps, vit bien avec son père. C'est pas qu'il vit mal et qu'il s'ennuie, mais c'est tout ça. Et c'est ça qu'on suit à travers les bouleversements en Ukraine, en Russie. On suit même en 1986, on se souvient de Tchernobyl, l'explosion de la centrale nucléaire. Et lui, ça l'a touché personnellement parce que son père a travaillé à la centrale après l'accident pour aller réparer, finalement, recueillir les déchets radioactifs. Et son père, finalement, est mort du cancer. Bon, on le sait, ça a été terrible, ça, la centrale de Tchernobyl. Ces scènes-là, on les voit actées ou le personnage en parle? On les voit. Et OK, on fait des retours dans le temps. C'est ça qui est assez hallucinant parce que les personnages... Bon, c'est Sacha Samar, oui. Il y a son père, joué par Robert Lalonde, sa mère, Annick Bergeron. Donc, il retrouve sa mère, éventuellement. Oui, ça, c'est pas un punch, là? C'est pas un punch, un peu. C'est son histoire réelle. Donc, si vous regardez sa biographie, vous allez le voir. Il y a Sophie Cadieux aussi qui joue là-dedans et Geoffrey Gacker. Et
lui-même, Sacha Samar, au début de la pièce, se fait à 3 ans, mais on le croit. C'est ça qui est drôle. Et il y a des changements de décor. En fait, il n'y a pas de changement de décor. Il change juste de place dans le décor, que ce soit dans la maison de son enfance, quand il vit avec son père, quand il vit après seul. Et tout ça se passe, et c'est tellement fluide sur la scène que c'est ça on le suit dans toute sa vie, de petit garçon de 3 ans à 11 ans, jusqu'à temps que finalement, lui, Sacha Samar, habite maintenant au Québec, à Montréal, depuis 1996. Il a un fils ici, il est marié, mais il est venu avec sa femme s'installer ici. Il gagne sa vie en tant qu'acteur. Il est acteur, oui. On a pu le voir dans plusieurs séries, entre autres 1 sur 2. Il a fait plusieurs films, des pièces de théâtre aussi. Et son histoire est vraiment bouleversante. Je vous dis, à la fin, là, on est bouleversé et ému. Je retenais mes larmes, j'essayais de ne pas regarder trop les gens autour de moi. Parce qu'on se dit, waouh, quelle histoire! Et c'est une histoire vraie. Et on le voit que la fin est quand même heureuse. Maintenant, il vit bien ici au Québec. Et vraiment, c'est donc une idée originale de lui, Sacha Samar, mais surtout d'Olivier Kemed, qui est donc celui qui a écrit le texte, qui met en scène aussi, et qui est le directeur artistique de la compagnie qui produit la pièce Trois tristes tigres. C'est le nom de la compagnie. Trois tristes tigres. Trois tristes tigres. Et donc, Olivier Kemed, c'est un dramaturge, un des plus prolifiques en ce moment, qui écrit beaucoup de pièces un peu, je pourrais dire, sociologiques, parce que là, on est oui, au Québec, mais dans ce monde, en Ukraine, en Union soviétique, on réfléchit sur des thématiques qui sont finalement loin de nous, mais proches quand même. Et ça serait lui qui aurait dit à Sacha Samar, écoute, ton histoire est extraordinaire, on devrait la faire en pièce. Ben oui, mais en fait, les deux ont eu l'idée ensemble parce qu'on voit l'idée originale, c'est les deux qui se la partagent. Mais oui, et lui-même dédie Olivier Kemed dans le programme de la pièce. Dédie cette pièce, oui, à Sacha, mais à toute sa famille, à tous ces Ukrainiens aussi qui sont venus s'installer au Canada, parce qu'il y en a eu plusieurs avec tous ces bouleversements, comme je disais, de l'URSS. Mais vraiment, là, c'est un texte fabuleux, une interprétation aussi qui est très, très bonne. Et ça ne doit pas être facile de jouer soi-même sa vie. Et on le voit à la fin même, là, quand on voyait les remerciements, pas les remerciements, mais les saluts, les salutations des acteurs, on voyait Sophie Cadieux presque... On dirait essuyer une petite larme de Sacha parce qu'à la fin, c'est lui qui parle et qui dit maintenant, je suis à Montréal avec ma famille et on vit ensemble. Et on voit qu'avec ce mot-là, ensemble, ça résume un peu toute son histoire, tout le drame et le bonheur de sa vie présentement. Et elle était comme ça. Après tant de représentations, il le vit encore intensément. Oui, parce qu'ils ont joué ça en 2012, comme je le disais. Là, ils viennent de faire plein. Et là, ils partent pour une trentaine de dates au Québec et même ailleurs au Canada. Ils vont jouer à Vancouver au mois de novembre. Et donc, je pense que soir après soir, de revisiter sa vie comme ça, là, mais qui est une vie pas banale. Extraordinaire, oui. Extraordinaire. Vraiment, là, moi, dans les ruines rouges du siècle... Déjà qu'un titre comme ça capte l'attention. Effectivement, à la Maison des Arts de Laval, le 23 octobre prochain, le théâtre est toujours vivant, mesdames et messieurs. Vivant et poignant et vraiment une histoire fabuleuse. Sacha Samar, wow. Sacha Samar. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça fait plaisir, à bientôt. Je me trouve en compagnie de Manon Lennon. Elle est coordonnatrice relations publiques pour le club Rotary Laval-Rive-Nord. Madame Lennon, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous dites que... Qu'est-ce que c'est, entre autres, le club Rotary? Je sais qu'il y en a 34 000 clubs à travers le monde. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne le connaissent pas? Un club Rotary, c'est un groupe de professionnels, gens d'affaires, qui veulent faire une différence. Et puis, on se rencontre à toutes les semaines. Comme nous, c'est le mardi matin, de 7 à 8 au Holiday Inn à Laval. Et puis, lors du petit déjeuner, Est-ce que c'est seulement les membres qui ont accès à ce déjeuner-là? Tout le monde peut avoir. Idéalement, les professionnels, les gens d'affaires deviennent membres d'un club. Mais quelqu'un qui a de l'intérêt pour aider les autres, il peut venir nous voir. Et puis, on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que les membres, c'est des gens qui veulent faire une différence en mettant leur temps, leur talent, leurs aptitudes au service des autres. OK. Et puis, fait qu'à chaque semaine, on se rencontre, puis là, on apprend à se connaître. Et puis, on entend parler de différents besoins dans la communauté. Puis là, ensemble, on regarde comment on pourrait faire une différence. Pour développer différents projets. Bien, souvent, un organisme va avoir besoin de fonds pour un projet. Fait que là, on va s'asseoir avec eux puis on va dire comment qu'ensemble, on pourrait aller chercher les fonds.
Fait qu'on peut organiser un événement, une activité, et puis on le fait avec eux, pour eux. Parce qu'au Rotary, tous les argents qu'on ramasse, on le redonne. OK. Parce que pour couvrir les frais de gestion du club, les membres payent une cotisation. Et vous êtes combien de membres dans le club? À Laval, en ce moment, on a 18 membres. Il y a des clubs dans la région qui ont plus de 100 membres. Il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 30. Mais c'est la qualité des membres qui compte. Comme par exemple, à un moment donné, il y a un journaliste qui nous appelle puis il dit, il y a une dame âgée, elle s'est fait voler sa chaise roulante, ça n'a pas de bon sens. On dit, voyons donc, voir si on vole une chaise roulante. Fait qu'on s'est regardé, puis là, on a réfléchi. Puis là, il y a quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Mais dans 24 heures, on a trouvé 4 chaises roulantes. Ah, c'est génial. Ça ne nous a rien coûté. Mais juste ensemble, on a réfléchi, on a fait appel à notre réseau de contacts. Et vous faites une grande différence. Oui, mais le plus souvent, on va aider des organismes qui aident beaucoup de personnes. Et là, vous avez un beau programme aussi pour les étudiants à l'été, donc l'été prochain. Oui, oui. Un programme d'échange. À travers le monde, les 34 000 clubs, là, 1,2 million de membres, on s'occupe de notre région. Puis au besoin, on va aider ailleurs aussi. Puis le Rotary, ça fait plus que 100 ans que ça existe. En fin de semaine, on a fêté 100 ans au Québec. Et puis on croit que lorsqu'on connaît quelqu'un dans un autre pays, on n'a pas le goût d'aller en guerre contre lui. Non. Donc, on fait la promotion de la paix. Puis les échanges de jeunes, les candidats, ils ont entre 15 et 18 ans. Fait que ceux qui voudraient partir l'été prochain doivent faire appel au club, poser leur candidature, et puis il y a une sélection qui se fait. Avant le 5 novembre. Avant le 5 novembre. Et puis... Parce que vous en acceptez seulement... les places sont limitées. Bien, ça coûte au club 50 $ pour ouvrir le dossier lorsqu'on décide d'envoyer un candidat. Mais c'est les parents qui vont payer le billet d'avion, le passeport, les vaccins. Puis là-bas, ils vont habiter chez un jeune de même âge. Idéalement, on met les filles avec les filles, les gars avec les gars. Là, c'est plus facile à gérer. Et puis, ils vont aller là-bas dans une famille 1 mois. Puis au bout d'1 mois, ils vont ramener le jeune dans leur famille. Alors, on pourrait dire que c'est un programme culturel, un programme linguistique, un peu des deux. C'est que le jeune, en allant dans un autre pays, il apprend, oui, une nouvelle langue, il apprend une nouvelle culture, il rencontre des gens de là-bas. C'est la compréhension internationale. Il développe sa confiance aussi énormément. Oui, oui, oui. Les Donc, un jeunes très beau reviennent projet. changer. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le site Internet? Sur le site Internet www.rotary.org. Il y a beaucoup d'informations sur les échanges de jeunes. Sinon, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter? Ici, au Club Laval Rive-Nord, la personne contact, c'est Ginette. Son téléphone cellulaire, c'est le 514-941-5610. Et en terminant rapidement, vous avez aussi également un vin et fromage le 8 novembre prochain. Oui, parce que notre mission à Laval-Rive-Nord, c'est de nourrir la famille puis offrir des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Et puis cette année, pour les profits de notre vin et fromage, on a choisi le relais communautaire de Laval. Donc, l'événement a lieu le vendredi 8 novembre à 19h dans les locaux du relais, parce que leur cuisine est excellente. Et puis, tous les profits vont aller au relais. Et puis, la personne à contacter pour avoir des billets, c'est Ghislaine au 450-972-1391. Et on peut retrouver aussi ce détail-là sur votre site Internet? Oui. Notre site, c'est www.rotary-laval-rive-nord.com. Alors, on a tous des détails, que ce soit pour le vin et fromage. Il faut vous procurer des billets au coût de 50 $. 50 $, c'est bien oui. ça. Alors, pour une belle soirée, ça va être fantastique. En bonne compagnie, hein? Oui, ça va être fantastique. Vous attendez combien de personnes? Bien, la place peut accepter 120 personnes, je crois. Et puis, on va avoir aussi un encamp silencieux. Ça, c'est qu'il y a on demande à des gens de nous offrir des items qu'on va exposer avec leurs coordonnées. Et puis, les gens, sur une feuille, ils inscrivent combien ils sont prêts à donner pour cet item-là. Et puis, les gens renchérissent. Puis, tout l'argent ramassé va aller au relais communautaire qui nourrit la famille et vient en aide aux plus démunis de Laval.
Ah, c'est pour une bonne cause en plus. Oui. Alors, le 8 novembre pour le vin fromage. Sinon, vous avez, pour les jeunes, c'est de 15 à 18 ans? Oui, 15 à 18 ans. Si vous voulez faire une belle été l'année prochaine, pourquoi pas? Une expérience vraiment une fois dans leur vie. Hein? Il y a une été, on a envoyé 11 jeunes. Fait qu'imaginez, on avait 22 jeunes à peu près en même temps dans Laval. Et puis, on a fait plein d'activités ensemble, les glissades d'eau, les jardins. C'est incroyable. Alors, vous avez jusqu'au 5 novembre pour justement placer votre candidature. Ouais. Alors, plus de détails, vous allez sur le Rotary Laval-Rive-Nord.com pour tous les détails. Madame Lennon, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de vous avoir avec nous. Bien, merci. À bientôt. Cette semaine, notre bénévoliste en chef de Laval et compagnie, Peggy Belland, n'est pas en studio et pour cause, puisqu'elle est partie avec un caméraman surprendre son choix de la semaine qui lui a été suggéré par une dame qui a pour nom Joanne Leduc, qui est la partenaire d'affaires de cette dame dans le Salon de l'autisme de Laval. Maman bénévole, carriériste, mais surtout une femme de cœur, on surprend Sylvie pour lui annoncer qu'elle est notre coup de cœur de la semaine avec notre complice Joanne. Suivez-moi. Sylvie. Sylvie, est-ce que tu sais pourquoi on est ici ce matin? Non, pas du tout. On est ici parce que Joanne t'inscrit. En fait, tu es notre coup de cœur de la semaine dans le cadre de la chronique 1000 merci. Ça y est, je vais pleurer. On va travailler ensemble, c'est cute! Pourquoi tu niaises? Pourquoi tu as décidé de remercier Sylvie aujourd'hui, Joanne? Bien, Sylvie, en fait, elle donne toujours pour tout le monde. C'est rare qu'elle reçoit des choses, j'espère. Je pense qu'elle a de la misère un petit peu même avec ça. Hein? Mais non, c'est une fille qui est cœur plus gros que la tête, même, comme on peut dire. Puis elle donne toujours, elle veut m'aider. Elle a embarqué avec moi à fond dans un projet qui était presque fou d'embarquer là-dedans. Moi, c'est sûr, l'autisme, c'est ma passion, c'est mes enfants, c'est mon intérêt premier, mais rentrer là-dedans, elle n'a pas regardé les heures, puis c'est ça. Je pense qu'il est temps qu'on remercie Sylvie Leguerrier pour tout ce qu'elle fait, là. C'est quoi le projet que vous avez en commun? Bien, on a parti l'an passé, en fait, le Salon de l'autisme TSA du Québec qui va avoir lieu à Laval, au Cosmodome, l'an prochain, les 3, 4, 5 octobre 2014. Et c'est gros, c'est une première, en fait, de la façon que nous, on le fait. Donc, je suis bien contente. Puis, j'avais besoin de quelqu'un comme elle pour le partir avec moi, quelqu'un d'assez fou, comme on dit, pour le partir, parce que là, c'est sûr que c'est des heures qu'on donne. Et comme je dis, moi, c'est ma vie, l'autisme, c'est mes enfants, mais pas elle. Fait que c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait, puis je voulais la remercier. On est curieux de savoir à quoi ressemble une journée d'une femme dynamique et impliquée comme toi, Sylvie. Tout d'abord, je pense que ça commence durant ma nuit parce que j'ai le cerveau qui roule, écoute 24 heures sur 24. Et puis, je pense que le matin, quand je me lève, la première chose que je pense à quoi faire, c'est qu'est-ce que je préfère pour aider les gens, où est-ce que je dois aller. Puis la première appel, évidemment, c'est à ma chum Joanne. Puis les idées, ils se déboulent, écoute, d'heure en heure pour le salon, que ce soit mon implication avec l'organisme à Laval pour qui je travaille ou que ce soit mon nouveau projet que je viens avec l'Option Laval, le parti Option Laval. Je suis rendue maintenant candidate pour le parti, alors c'est un autre défi en plus. Alors je pense que dans ma journée, j'arrête pas, écoute. D'où vient toute cette passion-là? Je pense que ça part de loin. J'avais 17 ans, j'ai perdu ma mère du cancer. Puis je me suis dit, j'ai plus de mère, alors qu'est-ce que je peux faire? Fait que je me suis mis sur les épaules, je pense, un peu une job de mère envers tout mon monde. Fait que je pense que ça part de là. T'es un petit ange pour beaucoup de personnes. Peut-être, oui. Bien, en tout cas, j'essaie, oui. Je pense que oui. C'est mon but, je pense, d'aider les autres. Puis parmi tous tes projets, c'est quoi le plus gros défi que tu t'es fixé? Wow! Bien, je pense que c'est de toutes les réussir,
que ce soit mon mariage, mes enfants, le défi avec Joanne qu'on s'est mis, le nouveau défi en tant que candidate aussi, je pense, c'est de les réussir, de les travailler à fond avec tout mon cœur, puis de les réussir. Je pense que c'est de faire plaisir à bien des mamans, des papas, des familles. Puis moi, j'ai des enfants en santé, puis ils sont heureux, ils sont bien. Il y a des familles qui sont un petit peu moins chanceux que moi, alors je pense que c'est ça. C'est de rendre les gens avec un sourire, puis de me faire pleurer moi, mais de les faire sourire eux. Je pense que c'est... Joanne, je te laisse le mot de la fin. J'aimerais que tu remercies Sylvie pour son implication dans la communauté lavalloise. Bien, Sylvie, au nom de tout le monde, mais surtout au nom des parents d'Enfantis, je te remercie tellement. Je voulais pas pleurer, je voulais faire ma grande fille, mais c'est difficile quand on remercie les autres. Je me rends compte, c'est pire que quand on reçoit nous autres. Mais vraiment merci parce que, ne serait-ce que juste pour le salon de l'autisme, c'est incroyable ce que ça va faire pour les parents. Et sans toi, c'était pas possible. Puis il y avait à peu près juste toi pour dire oui, puis embarquer avec moi là-dedans. Ah, c'est folle, oui. Merci, t'es fine. J'adore. Au cinéma, cette semaine, on parle d'un film qui n'est pas sorti en salle récemment, mais bien en 2009. Et je parle du film The Invention of Lying, qui met en vedette Ricky Gervais et Jennifer Garner. Bonjour, Nicolas Vincent Poirier. Ça va bien? Mais ça va bien, toi? Très bien. Donc, The Invention of Lying, une comédie fantastique. C'est ça, une comédie fantastique, puis je trouvais que c'est important d'en parler parce que ce film-là a passé un petit peu inaperçu ici. Et c'est Ricky Gervais qui a écrit et réalisé le film. Il a le rôle principal en plus. Et c'est un humoriste britannique qui s'est fait connaître grâce à la série The Office, qui a créé, qui a écrit, il a joué dedans aussi. Ouais. Et The Invention of Lying, c'est un film fantastique et ça se passe dans une autre réalité. C'est qu'un monde comme le nôtre, avec des voitures, avec la technologie. La seule différence, c'est que les gens ne mentent pas. Le mensonge n'existe pas. Et tout ce qui est en lien avec le mensonge, même les divertissements, qu'est-ce que les gens vont voir au cinéma? Eh bien, ils vont voir des narrateurs qui expliquent des parties de l'histoire, genre la conquête de Napoléon. T'sais, et voilà. Et les scénaristes, ils ont chacun un but. Genre, moi, j'écris qu'est-ce qui s'est passé en 1362. Et c'est uniquement des faits. Et l'invention n'existe pas. L'invention veut dire le mensonge n'existe pas. Et Ricky Gervais, son personnage, il va inventer le premier mensonge. Et ce que j'ai trouvé magique de ce film-là, c'est justement la naïveté des gens. Alors, Ricky Gervais, son personnage, perd son travail, il n'a pas d'argent, il doit 800 $ pour payer son loyer, il n'a pas 800 $. Il arrive à la banque et là, il y a comme une idée qui passe dans la tête, puis il dit « Oui, je vais retirer 800 $. Mais son compte est à zéro. Alors là, la dame regarde, puis ben non, ça dit que vous avez 0 $. Ça doit être notre erreur. Voici 800 $. Elle peut pas s'imaginer qu'il ment. C'est ça qui est intéressant dans ce film. Et tout là-dedans, justement, est basé sur le fait que personne ne connaît le mensonge. Et même par rapport à la religion. Je suis pas en train de dire que la religion, c'est un mensonge ou quoi que ce soit. Mais bon, dans ce film-là, les gens dans la rue un peu weird qui viennent te voir puis qui disent « Oh, Jésus arrive », n'importe quoi, là, dans ce film-là, c'est des gens qui vont dire on descend du singe. Oui, en effet, c'est un fait réel, on descend vraiment du singe. T'sais, et même les publicités, quand tu vois une publicité de Coke, ça dit dans le film, il y a beaucoup de gens qui aiment le Coke. Buvez Coke. Il y a plein de sucre. C'est ça. Ils disent un peu les ingrédients, puis oui, beaucoup de gens aiment ça. Donc, allez-y, buvez du Coke. Et moi, c'est ce que j'ai adoré de ce film-là. Les gens sont tellement francs et directs, mais c'est une société où les gens sont tous comme ça. Ça amène des situations cocasses aussi, parce que les gens ne peuvent pas mentir dans les conventions là, pour être polis ou quoi que ce soit. Donc, ça amène des cruautés. C'est ça. Et les gens sont habitués à ça. Et moi, je trouve que j'ai adoré ce film-là justement à cause de ça. Donc, c'est un film que je conseille vraiment à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des jokes un petit peu vulgaires parce qu'encore une fois, les gens ne mentent pas, donc ils ne disent que la vérité. Et quelque chose de drôle aussi, il y a beaucoup d'acteurs connus qui ont des petits caméos dans le film. Oui. Et il y a l'acteur Philip Seymour Hoffman qui a un rôle dans le film. Et Ricky Gervais, quand il l'a approché, bien là, il n'était pas capable. Il essayait d'entrer en contact avec son agent. Il était occupé, ça ne marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ricky Gervais? Il a envoyé un email
à Philippe Seymour Hoffman, puis il a dit « Salut Philippe, j'aimerais ça que tu joues dans mon film. Non, en effet, on n'a pas beaucoup d'argent par contre pour la production ou même pour te payer parce que j'ai pris la plupart du budget pour mon implant de testicules, mais vois plutôt ça comme nos testicules. » Et à partir de là, il n'a pas pu refuser puis embarquer dans le film. C'était juste pour piquer sa curiosité. C'est ça. C'est ça, oui. Ah, c'est une belle technique quand même. C'est une très bonne technique. Mais malheureusement, je crois que ce film-là n'avait pas eu un gros succès au box-office. C'est triste parce que j'avais trouvé ça bon. Il y a eu un succès moyen. Il y a eu à peu près, je pense, 18 millions de budget. Il a rapporté 32 millions au box-office. Donc, il est arrivé correct. C'est pas un grand succès commercial, mais ça vaut la peine de l'écouter à la maison. Oui, c'est une idée très originale. Donc, à voir The Invention of Lying. Et dans un tout autre ordre d'idées, quels sont les films à surveiller maintenant d'ici la fin 2013? Il y en a énormément et c'est une très bonne période pour les films maintenant parce que les Oscars arrivent bientôt, la saison de toutes les cérémonies, des remises de prix arrivent. Donc, tous ces films-là que les studios pensent qui ont un potentiel pour gagner, ils sont tous présentés ces temps-ci. Je pense le 22 novembre, est-ce que c'est bien ça? 22 novembre, Delivery Man. Delivery Man. Ken Scott. C'est ça, de Ken Scott. Et je trouve que c'est très bien qu'il l'ait mis dans cette date-là parce que ça ne sera pas des gros navets ces temps-ci. Les gros navets, c'est au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est la poubelle des studios. On ne sait pas quoi faire avec le film, personne ne l'a aimé. On le fout au mois de janvier, on se croise les doigts, peut-être qu'il va faire de l'argent. Les gens vont pas au cinéma, les gens sortent plus après le temps des fêtes. Mais le mois de novembre, c'est un mois important. Tu ne mets pas un produit de mauvaise qualité, disons. Donc, le fait de présenter le film de Ken Scott, Delivery Man, qui est un remake du film Starbuck, avec Patrick Huard. Et c'est bon parce que Ken Scott, qui a réalisé le film Starbuck, a aussi réalisé Delivery Man, qui met en vedette Vince Vaughn. Donc, ça devrait être assez drôle, ça. Moi, je me croise les doigts. J'ai bien hâte de voir cette adaptation-là. Et il y a une adaptation qui est un petit peu controversée le 29 novembre. C'est le remake américain du film Old Boy. Old Boy, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas du tout. C'est un film sud-coréen qui date de 2003 et ça raconte l'histoire d'un gars qui se fait kidnapper. Il se fait enfermer dans une chambre et pendant 15 ans de temps, il n'y a aucun contact avec qui que ce soit. On le nourrit à partir de la chambre directement. Il ne voit personne. Et un moment donné, après 15 ans, on le laisse sortir. Il n'y a aucune raison. Et là, OK, il faut qu'il trouve pourquoi il a été emprisonné comme ça. Et le remake américain, c'est Spike Lee qui l'a réalisé. Il y a Josh Brolin qui joue dedans. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est tellement pas une bonne idée de faire un remake de ce film-là, qui est excellent à la base. Et il y a le nouveau film de Jean-Marc Vallée qui sort aussi avant les fêtes, qui s'appelle Dallas Buyers Club. Le 6 décembre. Exactement, le 6 décembre. Rapidement, parce qu'il nous reste plus de temps. Il reste plus de temps. Allez le voir, ça va Allez être le bon. voir, c'est tout ce qu'on veut dire. Dallas Buyers Club, le 6 décembre. Merci beaucoup, Nicolas. Vous avez besoin d'informations ou vous avez un commentaire ou une suggestion à propos de l'émission Laval et compagnie, bien, il y a différentes façons de nous rejoindre. Oui, par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@commercial-tvrl.ca et sur Facebook, évidemment, sur la page Facebook de Laval et compagnie. Merci à nos invités en studio qui étaient, entre autres, Suzanne Proulx, Francine Lecajoli et Manon Lennon. Nos chroniqueurs Ghislain Plourde, Sarah Bibot, Anne-Marie Kirouac, Martine Larose, Nicolas Vincent Poirier et Peggy Bella. Merci à Manon Lemieux pour la recherche, à Daniel et Pascal pour la caméra et à la réalisation à l'UP et au maquillage Fanny. Et en terminant, toujours ma bonne vieille phrase, n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante, ce sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Amélie, bonne job. Tu été pas mal plus occupée. Merci, tu m'as donné un peu plus de job, là. C'est correct, tu vas l'avoir. C'est bien, tranquillement. On prend ça la semaine prochaine. Bye tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.